Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des films d'aventure des années 80-90, sacro-sainte époque que celle-ci pour tous les geeks de mon espèce. Nous commencerons par évoquer la super production de Lucas et de Spielberg, ayant pour héros un aventurier parcourant le monde et bravant tous les dangers. Je veux bien sûr parler, et vous l'aurez compris parce que vous êtes loin d'être des cons, d'Indiana Jones. Et si vraiment il y en a qui ne savent pas qui est Indiana Jones, eh ben retournez chez votre mère, oh là là. Les plus grands défis tiennent souvent à des rencontres. Lucas obtenant un succès phénoménal avec Star Wars, et Spielberg sauvant la Columbia de la faillite avec Rencontre du troisième type, se lance dans un ambitieux projet appelé Indiana Jones. Musique. Tout gosse, Spielberg découvre les céréales des années 30 et 40 dans les cinémas de quartier. Ces films de 15 minutes, tournés avec des petits budgets mesquins, fournissent une matière première aux deux réalisateurs pour créer Les Aventuriers de l'Arche perdue en 1981. Les deux hommes construisent un scénario en béton débridé avec un aventurier casse-cou sympathique et foncièrement humain avec lequel le public peut s'identifier. Spielberg pense d'abord à Tom Selleck, vous savez le gros moustachu gay d'une série avec une belle voiture rouge, mais ce dernier refuse car il tient à honorer son engagement avec les producteurs de Magnum. Quelle classe! Les deux cinéastes se rabattent sur Harrison Ford, c'est une image, qui accepte immédiatement. Comme je le dis souvent, agent. Au bout de 4 mois, Lawrence Kasdan sort un script de 100 pages qui donne naissance à un scénario copieux. Tenu par un budget serré et un délai à respecter, les deux cinéastes signent le contrat. Le tournage se déroule en 73 jours. Harrison Ford fait gagner du temps au tournage puisqu'il propose de remplacer le combat prévu qui l'opposait à l'imposant guerrier en turban et armé d'un gros sabre par une scène courte. Indy sort son flingue et tire. Tout simplement génial, logique et économique. Au résultat, nous avons un film drôle sans violence ou presque, plein de gags et de bons mots. Un bijou du film d'aventure. Indiana Jones et le Temple maudit en 1984 est très différent. Plus sombre, plus gore par instant, les scénaristes se laissent tenter par le boom de l'horreur graphique du moment. Spielberg regrette de s'être laissé influencer. Bah alors vieux. Le ton était d'ailleurs donné dans le premier titre original du film qui devait se nommer Indiana Jones et le Temple de la Mort. Les responsables de la Paramount refusèrent le titre car le mot mort limitait considérablement l'audience. On se rabattit sur maudit plus modéré. Le film donne un climat sombre, tendu et imbibé de folie mystique. Moins de vannes d'Indiana Jones et moins de possibilités de tempérer cette atmosphère rendent le film plus âpre. Une pin-up de luxe aux prises avec les tracas de la nature accompagne Indy dans des dialogues qui finissent par agacer. Plus rapide, plus spectaculaire et surtout plus violent que le premier film, le Temple de maudit est décevant. Aujourd'hui, Spielberg désavoue son film qu'il considère comme le monstre de la trilogie. Mais Indiana Jones demeure crédible dans une aventure plus dure que le premier opus. Cela permet de statuifier le mythe. Moins d'esbrouf que dans Indiana Jones et le Temple maudit, un rythme plus souple que dans le premier opus, Indiana Jones et la dernière croisade de 1989 ne prend pas de risque. À la poursuite du Sacré Graal, Indy visite les sous-sols vénitiens, incendie un château autrichien, détourne un dirigeable, des exploits et des prouesses qui correspondent aux attentes du public. Le seul risque du film se résumait à donner un passé à Indiana Jones. Il a un père scientifique, rat de bibliothèque, très peu héroïque, mais doté d'un solide bon sens. Henry Jones est interprété par le flegmatique Sean Connery. Il joue un mauvais père qui expie sa négligence vis-à-vis de son fiston. Le pari est réussi, pas de lourdeur et d'empoignade lacrymale. L'aventure prime. Seul point négatif, la déficience du personnage féminin joué par Alison Doody. Trop occupé à suivre les relations entre le père et le fils, Spielberg néglige Elsa qui traverse le film dans la mire du réalisateur. Il la tue lâchement sur la fin et ce joli pot de fleurs est condamné à un rôle ingrat de sculpture plastique intégré au décor. Notons aussi un méchant qui manque de panache et nous avons là les deux points faibles du film. Lucas et Spielberg clôturent les aventures d'Indiana Jones sans vraiment chercher à mouiller les mouchoirs des fans. La réussite de la trilogie tient principalement dans l'époque et le lieu. Un aventurier digne de ce nom ne peut vraiment évoluer que dans un monde laissant encore une place au mystère, au magique et à l'exotisme. Indiana Jones est un héros des années 30 et 40, et sa première mission l'amène à disputer l'Arche d'Alliance aux vilains nazis. L'autre réussite tient au personnage lui-même, un prof de fac binoclard qui se transforme en explorateur, portant une tenue de brousse, un feutre mou, un pistolet et un fouet. Cette transformation d'un intello en homme d'action nous rappelle Clark Kent qui ouvre sa chemise pour laisser apparaître sa combinaison de Superman. Et ça marche auprès du public. Enfin, la recherche d'un trésor ou d'un secret ancestral en affrontant des pièges et des dangers dans des lieux délirants a de quoi exciter notre goût refoulé d'aventure. Tous ces délires nous ont offert un moment savoureux. Merci Indiana Jones. Sorti de cette merveilleuse trilogie, on peut dire que la suite n'a pas été très brillante. Quand il est question de fric, les scrupules s'évaporent. Écumant sur les recettes spectaculaires des aventuriers de l'Arche perdue et d'Indiana Jones, une petite poignée de petits malins se sont dit « Pourquoi pas nous ?» L'aventure des plagiats perdus se met alors en branle. Arrêtez de sourire. Tous ces plagiats inévitables témoignent du succès important d'une mode ou d'une idée dans le vent. Comme Louise Lachey d'ailleurs, une chanteuse dans le vent. J'aime bien. Il y a eu Indiana Jones et un après Indiana. Et c'est cet après qui fait l'objet de ma consternation. Exhumant les vieux classiques de la littérature et débauchant une star fatigue
fatigué de la télévision, Richard Chamberlain, Alan Quatermain et les mines du roi Salomon en 1985 est une copie honteuse qui pilla les ingrédients des aventuriers de l'Arche perdue. Une honte, un scandale. Cette mauvaise battue dans tous les sens est assez vomitive car elle reprend sans succès l'humour et le rythme des aventuriers sans le moindre scrupule. Elle monte en épingle les vieux clichés avec des sauvages froussards, vision raciste des films de Tarzan, auxquels se joignent des Allemands au fort accent teuton et une jolie blonde pénible. Bref, ce film est nul. Moins de 2 ans plus tard, on remet ça avec Alan Quatermain et la Cité de l'or perdu. C'est encore plus crétin. Entre-temps, Chuck Norris, qui n'a pas passé son temps à faire que de la déco et du Total Gym dans son garage, reprend également le rôle d'un pseudo-Indiana dans le Temple d'Or. C'est une grosse daube. Pensons aussi aux Aventuriers du bout du monde en 1983 avec l'aviateur Tom Selleck, un téléfilm très mollasson, peu convaincant. Qui se souvient encore de ce truc? Personne. Bah oui, c'est normal. À la poursuite du Diamant Vert, en 1984, Surf sur la vague. Il doit tout au succès des Aventuriers de l'Arche perdue. Une romancière, Kathleen Turner, rêve à la grande aventure et rencontre un baroudeur, Michael Douglas, avec lequel elle va affronter la jungle. C'est un triomphe au box-office et une inévitable séquelle très gnangnante et absolument pas drôle suit en 85 avec le Diamant du Nil. Les sous-produits et dérivés de Chiottes sont nombreux dans ce milieu des années 80. J'aimerais attirer votre attention sur Jack Speed en 1986 qui est assez mouvementé avec un méchant assez intéressant incarné par John Hurt mais qui n'arrive pas à la cheville du grand Indiana. Les Australiens tentent aussi leur chance avec un aviateur valeureux, des statues, l'île de Pâques et des extraterrestres has-been dans Dakota Harris en 1986. Faute de scénario et de metteur en scène, le film est bof. C'est de la merde, c'est de la merde. Un seul personnage a su renouveler l'archétype des aventuriers comme on les aime. Il sort de sa brousse australienne où il chasse le crocodile, et lorsqu'il débarque à New York, ça fait des étincelles et des éclats de rire. Vous avez bien évidemment reconnu ce bon vieux crocodile Dundee, interprété par Paul Hogan en 87. Il est l'archétype d'un nouvel aventurier des dernières années de la décennie 80. Le film n'a pas besoin de sexe ou de violence pour séduire, et encore moins d'effets spéciaux. Juste du rire et du muscle. Un héros jovial, viril, macho et attachant, découvrant un monde moderne avec l'étonnement et la fraîcheur d'un enfant. Cette humanité séduit le public qui à cette époque en avait assez de la violence cinématographique. Pas comme aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Ce film est le seul contre-exemple à l'archétype du monde d'Indiana Jones, car il utilise notre époque désenchantée et un décor contemporain sans mystère et plutôt déprimant. Mais il réussit à offrir une histoire pleine de désinvolture et d'exotisme. Fallait le faire. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah je sais pas trop, parce que c'est vrai que cette dernière partie est consternante. Bah alors ferme ta gueule. Héritier de Tarzan, du voleur de Bagdad ou de Robin des Bois, les nouveaux aventuriers ne sont plus tout à fait les mêmes, mais une chose est sûre, ils ont permis à une poignée de producteurs de s'en mettre plein les fouilles. Et à bientôt, motherfucker.